Bonjour, alors je vais vous faire un rappel très rapide de ce que c'est que les études par les éléments finis. Donc c'est vraiment une introduction de base. Alors, nous allons voir cette base, ce principe. Donc le principe est très simple. Lorsqu'on veut analyser un modèle plus ou moins complexe, on va essayer de le discrétiser en morceaux élémentaires. Alors, si on divise en morceaux élémentaires l'objet, chaque morceau va avoir un nom bien spécifique, élément ou element en anglais. Ce morceau, en réalité, a une structure qu'il est possible de transformer en calcul analytique. Donc, le contour de cet élément, c'est une maille. La maille est donc un ensemble d'arêtes qui délimite l'élément. Le calcul va se faire principalement aux extrémités de l'arête de cette maille. Cette extrémité, on appelle cela un nœud. Nous verrons qu'il y a également des nœuds de calcul possibles aux intermédiaires, donc sur la partie milieu de chaque arête, si on veut améliorer le calcul. On va étudier quoi? On va étudier en fait comment va se propager un phénomène physique au sein de ces différents éléments. Ça peut être de la température, des déplacements ou des contraintes. Très rapidement, on va être confronté à un nombre de nœuds de calcul très important et donc très vite, on se sera rendu compte qu'il serait intéressant d'analyser l'élément en 2 dimensions ou en 1 dimension plutôt que 3 dimensions. Donc trop de nœuds, c'est un temps de calcul qui va être trop long. Et donc, comment peut-on accélérer un calcul pour obtenir un résultat? Il faut des hypothèses simplificatrices. On va regarder un petit peu ces différentes hypothèses simplificatrices. D'abord au niveau de la forme. Voyons le 1D. Le 1D est très simple. Parce que dans le 1D, on va réduire notre problème à un élément simplement en 1 dimension, à condition que tout soit en 1 dimension. Le modèle lui-même n'a qu'une seule dimension, ici une longueur, la poutre. L'effort qui est appliqué est dans la même direction en 1 dimension, ici un effort de compression. Et la fixation de notre élément pour qu'il ne bouge pas pendant la compression est également dans la même dimension et dans la même orientation. Donc à condition que ces 3 conditions soient respectées, eh bien, on va pouvoir analyser le système. Dans le cas du système élastique qui est ici, cette compression va comprimer notre élément. Comment va-t-on faire? On va donc subdiviser en nœuds. Entre les nœuds, on va tirer une maille simplifiée à 1 dimension, c'est-à-dire chaque fois des arêtes. Et donc, avec nos 5 nœuds qui sont ici, on aura 4 éléments dans lesquels on va pouvoir voir quelle est la compression que vont subir l'ensemble de ces éléments. Il y a également l'analyse en 2D. Très rapidement, dans les exercices en tout cas que l'on va rencontrer nous au bureau d'études, on va essayer de réduire notre problème à un problème en 2 dimensions. Exemple ici, un treillis, système élastique, subissant un effort dans une certaine direction, constitué d'un ensemble d'éléments, encastrés à certains endroits. On va regarder aux différents nœuds comment se comporte le système lorsqu'on applique l'effort. Il va se déformer et des contraintes vont se distribuer. On va donc calculer des déplacements, des différents points nœuds, si j'ose dire, qui construisent chaque maille. Et on va pouvoir déduire aussi les contraintes qui apparaissent au sein de chacune des arêtes et des nœuds, donc plus précisément. Illustration ici avec un exercice proposé, une plaque percée, encastrée en un bout, subissant un effet de traction sur toute l'autre extrémité. On va le mailler dans un premier temps, ici du quadrangulaire, et ensuite on va faire lancer l'analyse. Après l'analyse, on va pouvoir constater une déformation des différentes mailles en fonction de leur localisation, qui dépend de l'effort qui a été appliqué et des contraintes limites de fixation. Et on constate, en plus de ces déformations ici au niveau du cercle, on constate qu'au niveau de chaque nœud,
nous avons une distribution de contraintes variable. Le rouge étant en général attribué aux contraintes les plus importantes qui peuvent survenir, le bleu aux contraintes les moins importantes. Comme je vous disais, il y a 3 hypothèses simplificatrices. Dans le 2 dimensions, on a 3 types d'hypothèses simplificatrices, soit l'axe symétrique, soit l'état plan de contrainte, ou encore l'état plan de déformation. Voyons ça en détail. Dans l'hypothèse axe symétrique, première manière de simplifier le problème, un problème au préalable en 3 dimensions peut être réduit à un problème en 2 dimensions. Ici, nous avons un tronc de cône percé. Ce tronc de cône peut en fait être représenté par sa section principale. On sait qu'elle va tourner autour d'un axe. C'est pour ça qu'on l'appelle axe symétrique, puisque on a une symétrie axiale, si vous voulez. En faisant tourner cette section autour de l'axe Y, on va obtenir notre volume. Si donc la géométrie est axisymétrique, mais qu'en plus les charges sont axisymétriques, imaginons qu'il y ait une contrainte appliquée sur le sommet maintenant de notre cône tronqué. Eh bien, nous allons donc considérer que c'est aussi axisymétrique. Si en plus les fixations au sol, imaginons que ce soit un appui simple sur toute la surface, donc on peut considérer qu'il est possible de représenter sur une seule dimension dans cette vue-ci, l'appui simple ici, la charge complète au sommet, la géométrie elle-même sur ce même plan, et donc on peut réduire ça à un modèle en 2 dimensions. Exemple, dans le cas par exemple de votre piston, vous voulez savoir comment se distribuent les températures sur le fond de piston. On peut considérer que la partie supérieure du fond de piston est un élément axisymétrique. Nous allons le couper avant d'arriver aux abords de notre bossage, de manière à considérer juste la partie symétrique supérieure. Et nous allons regarder comment les températures au sein du matériau vont se distribuer jusqu'à la périphérie. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse état-plan de contrainte, que vous allez rencontrer beaucoup dans les exercices qu'on va faire en bureau d'études. État-plan de contrainte, ça signifie quoi? Ça signifie que les contraintes sont distribuées sur un même plan. En d'autres termes, imaginons une plaque qui va être surchargée, on va appliquer un effort à l'extrémité ici, la fixer là par exemple, qui a une épaisseur constante. On va considérer, si l'épaisseur est mince, que l'image de toutes les contraintes sur cette surface-là sera identique si on regarde sur le plan avant de la pièce, sur le plan arrière de la pièce, ou même sur un plan intermédiaire. Donc, que ce soit sur ce plan-là, sur le plan à l'arrière ou sur un plan intermédiaire, on aura toujours la même cartographie de contraintes. En d'autres termes, c'est comme si nous n'avions pas d'évolution de contraintes dans le sens de l'épaisseur de la pièce. Si donc le profil de la pièce est sur un plan, que les charges qui s'appliquent peuvent être décidées dans le même plan, et que dans le même plan, on peut décider des fixations, à ce moment-là, on a bien affaire à un modèle qui peut être réduit à un modèle surfacique 2 dimensions. Exemple, une poutre encastrée, très mince, encastrée à ce niveau-là, un effort en extrémité, eh bien, il aura été modélisé ici avec des mailles différentes, mais donc modélisé, et on a pu analyser la cartographie, l'évolution des contraintes au sein du matériau sur un seul et unique plan. Alors souvent on le confond avec l'état-plan de déformation. L'état-plan de déformation, on va essayer d'analyser au sein d'une section d'un matériau long, dont la section est invariante, et on va analyser à ce moment-là la déformée de cette section, en estimant que, quel que soit l'endroit sur la longueur du matériau ici, cette section subira la même déformée. Ça ne peut se passer que si, en dessinant la section sur notre objet, en dessinant cette section-ci, on peut en plus sur le même plan dessiner les contraintes extérieures ou les contraintes de charge et dessiner les conditions de fixation.
Ça peut donc de nouveau être réduit à un modèle 2D surfacique, mais cette fois-ci, c'est un état plan de déformation, c'est-à-dire que sur le plan, on va voir la déformée survenir. Exemple typique, par exemple, calculer la déformée ou les contraintes que vont subir la tranche du tunnel, ici tunnel sous la Manche. Eh bien, vous avez donc la section de notre tunnel avec ici le quai à gauche et à droite, les contraintes qui peuvent être distribuées et qui sont identiques sur quelle que soit la position dans la longueur du tunnel, et on peut ainsi en ressortir les déformées et les contraintes qui pourraient y apparaître. C'est vraiment le cas typique. Un autre cas, vous prenez un tuyau de chauffage, vous lui faites subir un échauffement interne pour regarder ses effets de dilatation. La dilatation de la section sera la même sur toute la longueur, à condition qu'on ne soit pas proche des points de fixation, des coudes et autres. À côté de ça, vous avez également le 3D. Donc le 3D, c'est la situation ultime, la modélisation ultime vers laquelle on va aller se reporter si il est impossible de transposer en 2 dimensions la forme de l'objet, ni la forme, ni ses charges et ses fixations, hein, les 3 en même temps. Okay, donc c'est vraiment l'extrême limite d'analyse quand on ne peut pas faire autrement.